Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit, politologue et chroniqueur à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour, Émilie. La famille Bété poursuit la Sûreté du Québec et le procureur général pour la somme de 10 millions de dollars. Il accuse la SQ d'avoir ruiné la réputation de Jonathan Bété en ayant été pendant des années associé au meurtre de Cédrica Provencher qui a disparu en 2007 à Trois-Rivières. Les ossements de la jeune fille avaient été retrouvés en 2015 dans un boisé en bordure de l'autoroute 40 à Saint-Maurice. Pendant plus de 16 ans, les enquêteurs ont cherché qui a enlevé et tué Cédrica. Jonathan Bété est toujours considéré comme un suspect dans cette affaire. Est-ce que, Frédéric, est-ce que cette poursuite, c'est une bonne stratégie pour Jonathan Bété? Et là, je dirais, Émilie, en termes de poker, je ne suis pas un joueur de poker, mais tout le monde connaît le concept du all-in, hein, c'est-à-dire jouer son va-tout. Moi, j'ai l'impression que la métaphore s'applique très bien là, à la stratégie déployée par les avocats de Bété ici, dans l'optique où si réellement Bété n'a rien à se reprocher, et ce qui est possible, hein, on va se le dire, là, dans un état de droit, la présomption d'innocence existe pour les gens qu'on n'aime pas beaucoup. Et là, on sait que Bété n'a pas la cote auprès du public, n'a pas la cote auprès des policiers. On sait qu'il a été intercepté aussi pour pornographie juvénile. Bref, disons qu'il y a un dossier très peu reluisant, mais reste que la présomption d'innocence s'applique à lui. Donc, s'il n'y a rien à se reprocher, tant mieux, hein, parce que dans un état de droit, effectivement, s'il y a une faute commise, incluant par les policiers, il peut y avoir, et qu'il y a un dommage, il doit y avoir réparation. À l'inverse, par contre, si, comme le pense la SQ encore aujourd'hui, Bété a été mêlé à cette histoire, là, franchement, ça devient drôlement problématique dans l'optique où une fois qu'on dépose une poursuite au civil, hein, parce qu'on est dans le domaine civil et non pas criminel ici, évidemment, une fois qu'on dépose ce type de poursuite au civil, les avocats de la défense, donc dans ce cas-ci de la Sûreté du Québec, pourront interroger Jonathan Bété au préalable, c'est-à-dire avant de rédiger leur propre défense. Et ça peut être un interrogatoire excessivement long, fastidieux et délicat et pourrait peut-être même permettre à la SQ d'aller chercher des preuves supplémentaires. Donc, ça pourrait se retourner contre lui, là, s'il doit répondre à des questions techniques. Ça pourrait venir aider l'enquête aussi de la police. Ouais, moi c'est ce bout-là qui me laisse un peu perplexe parce que je me dis, OK, si c'est une opération de relations publiques en disant, si je poursuis la SQ, vous voyez bien que ça peut pas être moi. OK, très bien. Mais j'espère qu'ils ont, et j'imagine que oui, là, ces avocats sont présumés compétents par la force des choses. Mais avez-vous vraiment pensé dans le détail? Parce que les avocats de la Sûreté du Québec, cet interrogatoire-là va pas durer 5 minutes, il va durer probablement quelques jours, j'imagine. C'est quoi cette histoire de pornographie juvénile? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Puis vous étiez où la journée X en 2007? Vous êtes le seul des 6 propriétaires d'Acura Rouge à ne pas avoir fourni d'alibi. Comment se fait-il que vous n'aviez pas d'alibi? Vous étiez où comme tel précisément? Pour le reste, vous voyez un peu l'espèce de comment je dirais, de myriade de questions potentielles. Et là, il suffit qu'ils s'échappent sur un truc ou sur un autre et les interrogatoires, une fois qu'ils sont, c'est fait sous serment, hein, ces interrogatoires-là, là, qu'on se comprenne bien, on est obligé de répondre aux questions, à moins que l'avocat s'objecte et un juge peut trancher des objections par la suite. Et une fois qu'il y aura donc ces interrogatoires-là, ceux-ci peuvent être déposés au dossier de la Cour et deviennent donc propriété du domaine public, en quelque sorte. En d'autres termes, je me répète un peu, mais tu vois l'espèce de danger potentiel là, si jamais il y avait quelque chose à voir avec cette histoire. Ça peut aider éventuellement l'enquête, mais est-ce que ça pourrait nuire à l'enquête qui est toujours en cours sur le meurtre de Cédrica Provencher? Ça, c'est vraiment une très, très belle question que tu poses là et tu vois, c'est la question à 1000 piastres ou peut-être plus que ça même en fait. Est-ce que ça peut faire partie de la stratégie des avocats de Bété, c'est-à-dire faire dérailler l'enquête? Hein? C'est un peu ce que la Couronne nous dit actuellement. Hein? Il y a eu plusieurs discussions, de ce que j'ai compris, face à la Cour en disant on ne peut pas transmettre l'ensemble des informations. Elles sont protégées par le privilège étatique, le privilège de la Couronne, parce que si on transmet ces informations-là, ceci pourrait avoir pour effet de faire foirer l'enquête, celle-ci,
ou une autre parallèle et bon, ainsi de suite. Donc, tout ceci est très, très délicat. Est-ce que ça se peut que les avocats de BT souhaitent justement ceci, c'est-à-dire faire dérailler l'enquête en attaquant, si je peux dire, le processus? C'est possible, mais encore une fois, je reviens avec la métaphore du all-in. Si tu le fais, ne te trompe pas. Est-ce qu'il peut vraiment faire pencher l'opinion publique de son côté, Jonathan Bété? On est dans le domaine des suppositions, mais imaginons qu'il y a un procès éventuellement où il est accusé formellement, il y a un jury. Est-ce que ce procès-ci contre la Sûreté du Québec peut l'aider? Autre très, très belle question. Il faut savoir que le civil ne tient pas le criminel en état et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même que vous gagnez au civil ou vous perdez au criminel, les deux processus qui sont en parallèle, évidemment, on se comprend bien, mais ne sont pas liés l'un par l'autre. En d'autres termes, ce sont des processus autonomes. Maintenant, sur la question de l'opinion publique, et effectivement, le terme supposition en est un bon ici encore, mais on sait qu'on essaie de choisir, c'est pas parfait parce que, l'humain étant l'humain, on essaie de choisir des jurés qui n'ont pas d'opinion préconçue, favorable ou défavorable à l'accusé. Est-ce que c'est possible de faire un truc comme ça, sachant toute la publicité depuis 15 ans à cet effet-là? C'est pratiquement, en tout cas, on peut dire, très, très, très difficile, mais on va essayer d'aller chercher des jurés donc qui sont demeurés relativement impartiaux ou indépendants en rapport à ça. Donc, techniquement, ceci ne devrait pas avoir d'impact direct, quoique, je me répète, l'humain étant l'humain, allez donc savoir. Dans ce cas-ci, est-ce qu'un règlement hors cours est envisageable? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est souhaitable? J'ai l'impression que ça doit faire partie de la stratégie des avocats de BT. En même temps, si vous êtes la SQ et vous dites et redites, comme depuis quelques jours, quelques semaines, qu'il demeure le principal suspect, je vois pas comment la SQ va envoyer un chèque, là, nécessairement. Puis je parlais de possession de pornographie juvénile tout à l'heure. Faudrait pas oublier ceci. La SQ, en fait, je crois que c'est la SQ, a fait foirer sa propre enquête parce qu'ils ont fait une perquisition sans mandat par l'entremise de Facebook ou un truc du genre où le juge, on s'en était mêlé. Mais tout ça pour dire que moi, ce qu'on m'avait dit à ce moment-là, ça c'est des sources policières, ils étaient archi convaincus qu'il s'agit de Jonathan Bété. Donc, de ce fait-là, tu ne vas pas signer un chèque juste pour le plaisir d'avoir la paix. Et donc, il y aura donc un procès. Mais est-ce que c'est possible, par contre, que Jonathan Bété teste l'eau actuellement et plutôt que d'aller à procès, la veille, son avocat appelle ceux de la SQ et dit, on n'ira pas à procès, est-ce qu'on règle ça? Chacun paie ses frais. Oui, gardez votre chèque, merci, bonsoir. Et on dit ça. Ça aussi, c'est une possibilité. Je vous demande ça à brûle-pourpoint, Frédéric Bérard, mais est-ce que ça arrive fréquemment ou est-ce que c'est déjà arrivé que la Sûreté du Québec soit poursuivie dans le même genre de situation? Dans des cas similaires, je ne le... en fait, parce qu'il y a déjà eu, là, je parle des corps policiers au sens large, parfois il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés, qui ont passé plusieurs années de leur vie en prison, basées sur une erreur judiciaire, notamment par la faute des services policiers. Oui, parce que les policiers, dans un état de droit, sont assujettis au même régime, au régime de responsabilité civile. Par contre, contrairement à vous et moi, ils bénéficient d'une immunité relative dans le cadre de leur fonction et c'est normal parce qu'on veut que les policiers soient capables de faire leur travail, soient capables d'une certaine latitude. Et dans ce cas-ci, ça va être ça, je ne l'ai pas dit encore, mais ça va être ça le gros fardeau de BT, c'est de démontrer que les policiers ont commis une faute. Et là, à l'œil, moi, comme ça, bien franchement, j'en vois pas vraiment. Je comprends que c'est très désagréable pour Bété, s'il est innocent, d'être encore considéré comme étant un suspect numéro 1, ou en tout cas un des suspects numéro 1, mais reste que c'est parce que ça prend une faute. Puis c'est quoi la faute ici qu'aurait fait la SQ, à part l'histoire de la pornographie juvénile dont je parlais tout à l'heure? Franchement, j'en vois pas tant non plus, là. Un dossier qu'on va continuer de suivre assurément. Dans un autre ordre d'idée, François Legault a envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau il y a quelques jours. Il demandait à ce qu'Ottawa freine la venue de demandeurs d'asile au Québec. Selon des données d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le Québec a reçu plus de 65 000 demandes d'asile en 2023. C'est 3 fois plus que les autres provinces. Justin Trudeau a dit que le gouvernement fédéral serait là pour partager le fardeau et la responsabilité
responsabilité de l'accueil des demandeurs d'asile. Frédéric Bérard, quelle part de ce fardeau devrait prendre le gouvernement fédéral et quelle part revient dans la cour de François Legault? Ouais, ben ça c'est délicat, hein, parce que le Canada est une fédération et on peut aimer le modèle fédératif, on peut le conspuer, mais une chose qui est sûre, c'est que qui dit fédération dit un certain degré de complexité côté relations fédérales et provinces, là, dans ce cas-ci. Techniquement, hein, le Canada est lié par ses ententes à l'international, soit celle d'accepter les demandeurs d'asile qui ont le droit, donc c'est pas un privilège, c'est un droit, de présenter leur demande. Leur demande pourrait être acceptée, pourrait être refusée. Or, ici, c'est une compétence qui est fédérale à la base, mais évidemment, l'État fédéral, lui, il existe un peu, comment je dirais, de manière théorique, il n'y a pas de territoire formel. Donc, par définition, les demandeurs d'asile débarquent sur le territoire du Québec, sur le territoire de l'Ontario, du Manitoba. On sait que Québec représente 22 de la population canadienne. Donc, on est clairement dans une situation où l'on reçoit le double, ni plus ni moins, là, de demandeurs d'asile de ce qu'on devrait en matière, si on fait un calcul purement mathématique. Donc, je pense que ce que risque de faire Trudeau ici, puis ça me semblerait légitime et juste, c'est de défrayer les coûts supplémentaires qui sont assumés par le Québec du fait de sa réalité géopolitique. Je pense pas que ce soit un complot. Le Québec est très central. Bon, le fleuve ici et ça, près des États-Unis également. Donc, de ce fait-là, si Trudeau défrayait cette portion supplémentaire, moi, à mon avis, ce serait une entente qui serait nécessairement raisonnable. Frédéric Bérard, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes avocat, docteur en droit, politologue et chroniqueur à C'est jamais pareil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surtout chroniqueur à C'est jamais pareil. Merci, Émilie. Bonne journée. Au revoir.